au cœur de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il était parti d'une tromperie contre les Espagnols. Mais c'est possible historiquement parce que quand Isabelle la catholique et Ferdinand repoussent les Arabes qui sont à ce moment-là installés en Espagne et les obligent à retourner vers l'Afrique. Sarrasin, un mot qui à lui seul raconte la longue histoire entretenue par les Français avec la civilisation de l'islam. Sarrasin est le nom qu'au Moyen-Âge on donnait aux Arabes. Arabes qui depuis le 7e siècle étaient en majorité musulmans. Sarrazine, c'est aussi le nom de la herse des châteaux forts, une grille de fer qui protège des assaillants. Mais pourquoi Sarrazine? Est-elle d'origine orientale? Ou est-ce l'ennemi qui, au temps des croisades, se confond toujours avec l'infidèle, le Sarrazin? Pas de lien en revanche entre l'islam et les galettes de sarrasin bretonne. Le sarrasin est une graminée d'Asie centrale, arrivée au XIVe siècle en Europe. Mais le sarrasin s'appelle aussi blé noir, et c'est de sa couleur noire qu'il tire son nom. En effet, au fil des siècles, la représentation des sarrasins semble se noircir au propre comme au figuré. Au XIXe, en pleine période coloniale, un ouvrier sarrasin désigne dans les métiers de l'imprimerie ou chez les compagnons celui qui travaille au noir. Malveillant le qualificatif sarrasin? Pas toujours, puisque de nombreux éléments du petit patrimoine portent encore son nom. Tour sarrasine, cheminée sarrasine, puits sarrasin. Et n'est-ce pas une tête de mort, autre sarrasin, qui flotte sur le drapeau corse? Les Français auraient-ils donc des ancêtres sarrasins? Ce qui expliquerait qu'ils ont laissé tant de traces matérielles. Des tombes, des épaves, des poteries, des monnaies, une kouba. En découvrant l'un de ces indices, suivez la piste de l'histoire, des récits, des savoirs, des images ou encore de la mémoire et faites connaissance avec vos ancêtres sarrasins. La bulle du pape Victor II, la lettre de 1057 que Victor II envoya à l'archevêque d'Embrun, par laquelle il approuvait son élection et lui demandait de remettre en ordre son église à cause, je cite, « Parmi tant d'autres souffrances et tant de bourreaux, l'église d'Embrun fut principalement touchée par l'incursion et les atrocités des Sarrasins. » Embrun aurait-il été détruite vers 906, 936? On ne sait pas très bien. Le dernier document est le bréviaire de Gap de 1499, qui assure, je cite, que la cité de Gap était contrôlée par les Sarrasins. Que devinrent tous ces Sarrasins? Ils furent délogés en 972 de Fraxinétum par le comte d'Avignon au nom du roi d'Arles, après la capture de l'abbé de Cluny-Mayol, capture qui provoqua un scandale, un choc dans toute l'Europe chrétienne. Et l'expulsion des Sarrasins de Fraxinétum donna naissance, ce fut la date de naissance de la Provence. La vie de Saint-Mayol de Cluny précise « Les Sarrasins furent taillés en pièces dans une grande bataille et en partie. Ils eurent la tête tranchée par l'épée. » Et la tradition locale fixe cette bataille au plan de Fazy, près de Guillestre. Localement, cette histoire donna naissance à des souvenirs, à des légendes locales. L'archevêque d'Embrun, Benoît, aurait été martyrisé par les Sarrasins vers 926. Embrun fut dévasté, la cathédrale transformée en mosquée. Le tableau fut désastreux, la population se mit à fuir, il y eut des massacres, l'insécurité fut générale. De pieuses traditions oublièrent peut-être que la présence sarrasine reposait sur peu de documents. On inventa des étymologies originales autour des noms de lieux, puis mort, Montmorin, mais l'expression de mort aux Sarrasins, à l'époque, n'est jamais au Moyen-Âge utilisée pour les Sarrasins. Le morus ou le morinus, c'est le noir, le brun, qui désigne souvent la montagne noire. La chapelle de Presles rappelle ces souvenirs en partie exagérés des Sarrasins des Alpes par ce personnage du bourreau du Christ à la mine patibulaire. Nous essaierons de voir la prochaine fois si ces pieuses traditions sont bien sérieuses et nous essaierons de poser un regard critique sur ces quelques sources que je viens de vous indiquer. On a tout d'abord une mémoire catholique qui s'est constituée autour de ce monument pour commémorer, dit-on, la lutte victorieuse des habitants de la vallée contre les Sarrasins.
Et puis ensuite, on avance un petit peu dans le temps, à la fin du 19e siècle, il y a une autre lecture qui a été produite de ce récit, une lecture républicaine qui va renverser les choses et faire au contraire des Sarrasins les alliés des peuples opprimés du Midi face aux ennemis qui sont plutôt les peuples du Nord, les Francs. Depuis le XVIIe siècle, les valets cévenols se sont massivement convertis au protestantisme, un engagement violemment réprimé par les armées de Louis XIV. Face au pouvoir de Versailles, les protestants cévenols semblent revivre le combat entre les Sarrasins et les Francs. Tantôt catholique, tantôt protestant, le lieu de culte de la vallée française devient définitivement au XIXe siècle le temple de la Boissonnade. Mais qu'était-il à l'origine ? Et on a trouvé des fondations d'une construction tout à fait différente du temple. Est-ce que c'était les fondations de la chapelle qu'a fait construire Charlemagne, ou est-ce que c'était les fondations d'un bâtiment arabe? On ne sait pas. En Provence, dans le massif des Maures, les ruines d'un fort médiéval ont longtemps entretenu les récits d'une présence sarrasine à la gare de Fresnay. Les archéologues qui sont venus fouiller au fort Fresnay étaient persuadés de venir trouver là du sarrasin. Et ils ont trouvé un village médiéval de la fin du XIIe siècle. Évidemment, les Sarrasins étaient partis depuis plus de 3 siècles. Des textes nous indiquent qu'ils sont venus dans Jabal Kilal, Frassini, qui est l'arabe de Fraxinetum, le pays du frêne, donc le Fresnay, ici notre région. Mais on ne sait pas exactement où ils se sont implantés. Ils ont vécu presque un siècle, plus de 80 ans, et à l'évidence, ils ont dû pas seulement piller, mais aussi s'installer, mais où, eh bien, ça restera un mystère probablement encore pendant longtemps. On sait qu'ils sont venus, mais on ne sait pas où exactement. Les traditions provençales relatent des incursions sarrasines contemporaines du Fraxinetum et un pays déserté par ses habitants. Dans la même région, au large de Cannes, les moines de Lérins abandonnent leur monastère. Ce désert, ce départ, c'est le départ des élites. Quand ils disent on est dans un espace déserté, c'est les clercs, c'est l'aristocratie qui est partie, c'est les détenteurs du pouvoir qui, face à cette arrivée des Sarrasins, ont quitté le territoire. Mais pour ce qui est des populations locales, des paysans qui cultivaient les terres, eh bien ils continuent de cultiver les terres, ils ont sans doute changé de maître. Ils ont changé d'autorité, ils sont sous l'autorité des Sarrasins, mais ces populations chrétiennes continuent de vivre là. On ne connaît pas l'origine des cheminées sarrasines de Bresse ou des puits sarrasins du Beaujolais. En revanche, dans la vallée française des Cévennes, la tradition a longtemps maintenu la mémoire d'une présence des Sarrasins. Vallée française, pour nous, c'est la vallée franque, donc délivrée par les Francs. C'est une légende, mais on aime bien qu'elle soit vraie. La légende et l'histoire se recoupent un peu. Les Sarrasins ont envahi la France, le sol français, et les Sarrasins s'étaient réfugiés dans les vallées cévenoles qui sont très difficiles à attaquer, et ils sont restés là quand même assez longtemps. Charlemagne a voulu chasser les Sarrasins en Espagne, mais au lieu de descendre par Bordeaux ou tout ça, il a voulu faire venir ses troupes par l'Auvergne. Et en arrivant dans les Cévennes, il s'est trouvé face à face avec des Sarrasins assez nombreux. Et donc il a envoyé Roland pour les combattre. La légende dit qu'ils se sont battus à la Boissonnade. Ça paraît vrai, puisqu'on a le fez Roland en amont et le fez Bégon en aval. Ainsi, pour les habitants des vallées cévenoles, les acteurs de la légende Roland et Bégon ont donné leur nom au hameau proche de la Boissonnade. Et donc Roland aurait vaincu les Sarrasins et Charlemagne, pour remercier Dieu, aurait fait construire cette chapelle. Elle se nommait Notre-Dame de la Victoire. Et puis Notre-Dame, vallée française, ça s'est francisé tout après.
Et oui, parce qu'il était quand même incroyable que au cours de l'expansion musulmane, qui touche bien entendu l'Espagne, le sud de la France ne soit pas touché, alors qu'on savait par ailleurs qu'il y avait également quelques épisodes de confrontation sur l'Italie. Eh bien, déjà, je veux dire du point de vue des analyses paléogénétiques, parce que c'est quand même très intéressant ce qu'ont fait nos collègues Yves Glaise et Jean-Yves Breuil sur cette fouille. Ils ont tout de suite opté pour la mise en place de réflexions pluridisciplinaires. Ça nous montre que donc la population est diverse pour le Haut Moyen Âge, qu'il n'y a pas qu'une population chrétienne, mais qu'il y a un brassage avec des mouvements de population qui sont assez riches et finalement assez denses. Yves nous a confié une dent pour chacun des individus du site de Nîmes. Nous avons mis en évidence donc des lignées qui sont majoritairement trouvées en Afrique du Nord et même une lignée maternelle qui est uniquement présente en Afrique du Nord. On a fait des datations sur au moins 2 de ces sépultures, des datations AMS, radiocarbone, et on a vraiment été étonné par les datations puisqu'elles plaçaient ces sépultures entre le 7e et le début du 9e siècle. Donc là, il y avait des choses assez intéressantes et ça pouvait permettre de se poser des questions sur l'identité de ces sujets. Les 3 sujets correspondent à des sujets masculins, des adultes, aucune réelle particularité, sauf peut-être pour un qui présentait au niveau de 2 os du poignet une fusion qui est assez rare. Et dans la littérature, on retrouve une description de cas équivalents pour des populations africaines. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'interviens spécialement sur la partie de cette vidéo pour dénouer un mythe historique qui a été entretenu et qui continue d'ailleurs d'être entretenu en ce qui concerne les morts, les Sarrasins, les Noirs qui ont été installés au niveau de l'Empire ibérique, l'Espagne, tout ce qui concerne Grenade, et puis les Cévennes, le massif des Morts en France. Il y a eu une installation des Noirs en France, d'accord? Et ça reste un mythe et ça reste une histoire qui doit être absolument cachée, puisque la terre française est considérée comme la terre gauloise, donc qui n'a jamais été habitée par d'autres civilisations et d'autres peuples, ok? Donc ici nous avons la maman de Alexandre de Médicis, d'accord? Alexandre de Médicis était une personne très connue pendant le Moyen Âge et bien plus tard, d'accord, comme étant l'une des personnalités les plus imposantes d'Europe, d'accord. L'histoire d'Alexandre de Médicis, vous pouvez la trouver dans tous les livres actuels, sauf que cet Alexandre de Médicis, il n'est plus métis, il est complètement blanc. D'accord? Donc, il a été volontairement blanchi pour des questions d'idéologie, hein, vous comprenez, de domination, de supériorité et de racisme, vous voyez. Donc, il était hors de question d'expliquer à ces Noirs qui étaient conduits en esclavage que les Noirs, les Blancs ont toujours cohabité, ont toujours vécu ensemble, quoi, sans qu'il y ait cette vision raciste cette vision raciste et civilisationnelle apportée plus tard, parce que le racisme c'est une histoire bien plus tardive hein, que ce qu'on essaie de nous faire croire, d'accord. Donc voilà la maman d'Alexandre de Médicis, vous voyez bien par vous-même qu'elle a des traits négroïdes, d'accord. On va continuer. Hop.
là, vous avez la photo qui arrive, c'est Alexandre de Médicis. Vous voyez, on voit tout à fait que c'est quelqu'un de métissé, d'accord? Et la photo qui suivra vous montrera sa fille, d'accord? Et sur sa fille, vous voyez encore les traits, vous verrez les traits d'une personne qui a des origines africaines. Vous la voyez bien, la petite fille. Donc, tout ça est caché actuellement. Là, on a la statue de Saint-Benoît, d'accord? Et ici, je vais faire une toute petite pause parce que ceci est une forteresse érigée par un général mort du nom de Tariq. Je vais faire une petite pause et je vais venir sur un petit détail. Alors, sachez que les Sarrasins, les morts, sont des Noirs, d'accord? Alors, qu'est-ce que la manipulation qu'on nous a faite a voulu taire? Elle a voulu tout simplement taire que cette civilisation de l'Empire ibérique a été faite, comme je vous disais déjà dès le début, par ces Noirs-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une... comment dirais-je? Ils ont créé un mécanisme qui fait penser que musulman, d'accord, est exclu noir. C'est-à-dire que, à la base, quand on dit musulman, il ne faut pas penser au noir d'abord. Pourtant, on sait bien que il y a des arabes chrétiens, d'accord. Pourtant, quand on dit arabe, on ne pense pas au christianisme. Par contre, quand on dit musulman, musulman, on pense à la couleur blanche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je vais recommencer dans un autre sens. Alors, un mort, un sarrasin, c'est un noir. C'est indépendamment de sa religion. Il y a des morts qui sont animistes. Il y a des morts des sarrasins, c'est des noirs. Ça, qui sont animistes, qui sont chrétiens, qui sont musulmans. D'accord? Donc, les morts étaient en partie musulmans, d'accord? Et notamment ceux qui ont été au niveau de l'Empire ibérique et qui sont montés au sud de la France, d'accord? Mais on a fait un mécanisme qui a fait en sorte que musulmans excluent noirs. Donc, quand on dit musulman, on pense au Moyen-Orient. Ça, c'est un mécanisme intellectuel qui a été introduit dans votre subconscient de façon progressive, avec des images. Vous voyez, quand on parle des conquêtes musulmanes, il n'y a pas de noir. Donc, par déduction, puisque le corps, l'être humain retient les images, par déduction, on ne te le dit pas, hein, mais par déduction, tu finis par comprendre que musulman égale les peuplades du Moyen-Orient, c'est-à-dire des peuplades du Moyen-Orient qui sont des métissages, des mélanges de sémites et de noirs. Mais il y a d'autres qui sont encore plus clairs, c'est-à-dire qu'il y a des sémites qui sont des mélanges de blanc et de noir, et il y a des sémites qui sont des mélanges de métis de ces deux-là et de noirs. Vous voyez? Donc, on vous fait croire que musulmans égale ces gens-là du Moyen-Orient. Donc, on va donc bassiner tous les jours les oreilles aux gens en mettant les images de musulmans et de blancs, et on va vous exclure progressivement, et on va induire dans votre tête l'idée que ces gens qu'on appelait les Sarrasins, les morts, étaient des noirs. Vous voyez? Voilà un des mécanismes qui est utilisé par les médias pour détruire la connaissance, détourner les gens et manipuler de façon indirecte la population. Je tenais absolument à faire cette précision pour que vous compreniez très bien. Moi-même qui vous parle, j'ai eu beaucoup de peine à réaliser et à comprendre le mécanisme et à comprendre que en fait ces morts étaient bel et bien des noirs. Deuxièmement, on va vous les présenter comme des envahisseurs, des agresseurs, des voleurs. Moi, j'étais en Corse. Les Corses ont une très bonne image de ces Noirs-là qui les protégeaient, par exemple. Vous voyez?
L'histoire de France ces temps-ci a décidé, après avoir noirci ces gens, noirci c'est encore un mot péjoratif, vous voyez moi-même je les utilise, pourquoi on ne dirait pas blanchi dans le sens négatif? Bon, bref, après avoir accusé ces gens de toutes les atrocités, ils ont fini par dire que non, peut-être, on ne sait pas, hein, mais en tout cas l'histoire tend à démontrer que ces Sarrasins, hein, ces morts, étaient plutôt pour protéger la population qui souffrait des agressions des Vandales et de tous ces Francs qui venaient du nord. Non, vous voyez? Donc c'est l'inversion vraiment des choses, c'est-à-dire que on nous vend tellement le mal comme une valeur que ça devient bien. C'est pervers ce que je vous dis. À telle enseigne que quand tu vas aller dire à un musulman, vous voyez, moi-même j'ai fait lire à un arabe, que un arabe n'est pas forcément musulman. Un arabe, il y avait des arabes qui étaient musulmans, qui étaient animistes, qui étaient païens, et tu vas dire à cet arabe musulman là que les musulmans qui ont conquis l'empire ibérique, c'était des noirs. Et ben ça crée un conflit. Vous voyez, dans la même religion, les gens qui sont censés être reliés par les mêmes croyances, ils sont déjà divisés par ce phénomène qui fait que l'autre veut s'attribuer le monopole de cette culture, les uns et les autres d'ailleurs, puisque les Noirs qui ont été à l'origine de cette civilisation la revendiquent parce qu'on les leur a retirés, hein, et ceux qui ont eu cet acquis, hein, qui est tombé de nulle part, ben ils ne veulent pas qu'on la leur retire. C'est bizarre ce que je vous dis, c'est pervers, c'est des vices de manipulation, mais très bien étudiés, vous comprenez? Or, si au jour d'aujourd'hui, la vérité, elle est rétablie, je pense notamment à un documentaire que des gens, ils ont fait sur la couleur du prophète Mahomet, et s'il était noir ou blanc, ce sont des débats comme ça qui peuvent faire avancer les choses. Il ne faut pas qu'on reste dans l'ignorance, d'accord? Il ne faut pas qu'on reste dans des acquis en se disant, tiens, ça y est, ça te parle à mon avantage, donc ça ne bouge pas, je m'assieds dessus, même si c'est des mensonges purs et durs avec des buts géostratégiques et géopolitiques. Je ne peux pas trop développer cette partie cette fois-ci parce que c'est tout un sujet qui demande des heures et des heures, mais je tenais à vous faire bien comprendre le mécanisme qui fait que on pense directement aux gens du Moyen-Orient, aux gens de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. On pense à eux quand on parle islam. Vous voyez, quand on parle musulman, on pense à ça. Or, je répète une fois de plus, il y a des Arabes qui étaient chrétiens, il y a des Arabes qui étaient païens, hein? Comme il y a des Noirs qui étaient païens, comme il y a des Noirs qui étaient chrétiens, comme il y a des Noirs qui étaient musulmans, comme il y a des Noirs qui sont bouddhistes, il y a de tout. Ce n'est pas, la religion ne peut pas être identifiée comme une couleur de peau, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et à partir de ce moment, prêtez attention à comment est-ce que les émissions sont produites, comment est-ce que les choses sont faites. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Vous voyez, vous allez voir jaillir le nœud que je viens de défaire avec vous. Vous allez le voir, vous allez le voir d'une autre manière désormais, d'accord? Donc, je répète une fois de plus, ce message n'est pas dans le but de faire comment on appelle ça, ou de revendiquer une civilisation parce qu'elle a été faite par des Africains ou parce qu'elle a été faite par ceci. Le but de cette explication est simplement de rétablir la vérité, d'accord? On se fait traiter d'afrocentriste, moi ça me fait marrer, c'est mot à deux francs 6 sous, parce qu'on rétablit la vérité. Alors si il faut être traité d'afrocentriste parce qu'on rétablit tout simplement la vérité, eh bien je suis fier d'être afrocentriste, d'accord? Donc maintenant, ceux qui ont
observations à me faire, je suis preneur. Ceux qui ont des critiques à me faire, je suis également preneur. Ceux qui ont des contestations, ben, qu'ils apportent leurs éléments. Moi, j'en ai. Il y en a d'ailleurs dans les musées de plus en plus qui sont accessibles au public, d'accord? Donc, vous pouvez aller vérifier ça par vous-même. Alors, maintenant, les images qui vont suivre, ce sont les images des morts, d'accord? Donc, je disais tantôt que cette place, c'est un fort qui a été bâti par un général noir du nom de Tarek, d'accord? Et ce que vous voyez, c'est une bataille de morts, d'accord? Et ici, c'était des habitations morts en Espagne, d'accord? Des constructions morts. Et là, vous voyez des morts en Espagne qui jouent aux échecs. D'accord? Et là, vous avez un serviteur noir qui donne des instructions à un serviteur blanc. D'accord? Et quand on observe bien ces morts-là, ça a l'air d'être des nobles. D'accord? Et on voit bien que ce sont des gens de haute importance. D'accord? Et donc... il faudrait le répéter pour que les gens le comprennent bien. D'accord? L'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'histoire des Noirs n'a pas commencé avec la colonisation. D'accord? Il faut jamais l'oublier. On a une histoire, une très grande histoire qui a été effacée, mais elle a existé, cette histoire, et il faudrait se la réapproprier de nouveau. Et en 1492, l'image que vous voyez avant, c'était une habitation de morts. Et là, c'est des morts en Sardaigne, en Corse, d'accord? Ici, c'est un mort algérien. Là, vous avez une femme morte. Alors, ceci, c'est l'héraldie, hein? C'est l'héraldie du pape actuel, d'accord, Benoît VII, voilà. Et vous voyez bien que il y a la tête couronnée d'un mort. Et donc, si vous allez au Vatican, ben, vous prêterez attention et vous verrez ce que je vous dis là. Et là, c'est un mort enchaîné en République tchèque, d'accord? Ici, c'est un mort en Géorgie. Et là, c'est des morts en Géorgie, là, d'accord? Vous voyez encore ça, c'est les têtes de mort. Et ici, vous avez la statue de Saint-Maurice, autant pour moi, c'est en Allemagne, et c'était un combattant de l'Empire romain, d'accord? Ici, ce que vous voyez, c'est un prince, d'accord, qui allait rendre visite, c'est un Éthiopien qui allait rendre visite aux gens à Bethléem, d'accord. Et là, vous avez plusieurs de ces tableaux. Vous voyez bien que sur ses vêtements, c'est quelqu'un d'assez habillé. Donc, on peut déduire que c'était un noble, d'accord? Voilà. Ce qu'il faudrait donc savoir. Là, vous voyez, ça c'est encore un autre mort couronné. C'est en Hollande. Et les images que vous voyez là, c'est au Panthéon en France, à Paris, d'accord? Et ce sont des Éthiopiens qui étaient en croisade, ok? Vous ne verrez jamais ça dans des films, vous ne verrez jamais ça à la télé, et même dans les livres, c'est très 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 rare de tomber sur ça. Hein? Je ferai une pause de nouveau.
pour vous donner une autre précision. Il y a un livre que j'ai lu, j'oublie l'auteur, mais c'était super intéressant. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce qu'il disait. Il disait que non content de leur avoir volé leur histoire, mais en plus, on les a enlevé le moyen de la raconter. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le vice a été tellement poussé à telle enseigne que c'est seulement maintenant que les gens réalisent l'ampleur des dégâts. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair avec vous, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, franchement, comme je le disais plus haut, à me faire des critiques, à me donner des conseils, à apporter des preuves contraires. Je ne demande que ça. Le but, c'est de faire jaillir la vérité. D'accord? Allez, je vous aime, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Dernièrement, au cours de mes recherches pour un prochain JVH, je tombe sur ce sondage révélant le désir de certains joueurs d'incarner les Carolingiens. Alors je me décide par commencer à chercher toute référence à Charles Martel dans les jeux vidéo, ce qui m'amène à un extrait d'Age of Empires 2 empilant les clichés sur la bataille de Poitiers. L'Europe observe avec anxiété le paroxysme de l'invasion arabe et la dernière résistance de l'Europe chrétienne. Et ensuite, les autres vidéos concernant le guerrier franc m'interpellent. Charles Martel, si tu voyais la cause qu'ils en ont fait. Charles Martel, tu dirais la France au France. Et donc le fait de dire je suis Charlie Martel et non pas simplement je suis Charlie, c'est pour dénoncer cette immigration-invasion qui est la cause des attentats. Charles Martel est le fils de Pépin de Herstal et d'Alpaïde, et on estime sa naissance aux environs de l'année 690 dans le nord de la Gaule. Comme son père, il occupa la fonction de maire du palais, l'équivalent du poste de Premier ministre. Son projet politique est d'étendre la puissance de sa famille par la guerre afin de dominer puis de supplanter les rois mérovingiens. Et son fait d'armes le plus connu est évidemment la victoire de Poitiers en 732. Il meurt le 22 octobre 741, laissant le territoire franc partagé entre ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref, qui récupéra l'ensemble du royaume en 751 avant de le retransmettre à ses propres fils, Carloman et le futur Charlemagne. Charles Martel et la bataille de Poitiers remportée face au gouverneur musulman Abdelrahman en 732 semblent donc faire l'objet d'une adoration particulière par certaines franges de l'extrême droite. Mais avant toute chose, on va rappeler le contexte historique. Charles Martel a vécu au 8e siècle, à une époque où la France n'existait pas. En effet, le peuple franc se répartissait surtout dans 3 États différents, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Et donc depuis une vingtaine d'années, on assiste à un retour de Charles Martel dans les discours politiques. En 1996, Samuel Huntington, un professeur de sciences politiques américain, estime que l'affrontement des différents blocs de civilisation, et des religions en particulier, constitue l'unique moteur de l'histoire. C'est la théorie du choc des civilisations. Reprenant ces arguments, le comédien Laurent Deutsch sort en octobre 2013 Hexagone, un ouvrage dans lequel il propose sa vision de l'histoire de France et où il affirme d'ailleurs que la victoire de Charles Martel à Poitiers serait un instant clé de cet affrontement civilisationnel entre islam et chrétienté. Cette théorie du choc des civilisations est à placer en parallèle avec la thèse du grand remplacement de l'écrivain Renaud Camus, qui consiste à croire en l'existence d'un complot musulman visant à remplacer progressivement le peuple français de souche chrétienne via les vagues d'immigration. Choc des civilisations et grand remplacement sont donc les deux mamelles idéologiques d'une grande partie des groupuscules d'extrême droite, comme Génération Identitaire ici, qui en 2012 occupa la mosquée de Poitiers pour commémorer la mémoire de la bataille. Et c'est en réaction à cette actualité que William Blanc et Christophe Naudin, 2 historiens, ont étudié l'histoire de cette bataille ainsi que les différentes mémoires de celle-ci à travers le temps. Et je vais essayer ici de vous retranscrire les grandes idées de ce livre et de vous expliquer le métier d'historien qui dépend effectivement des sources dont il dispose. En effet, un historien ne peut révéler totalement le passé, mais seulement des traces de celui-ci. Et pour les périodes les plus éloignées, les sources sont donc éparses et ne reflètent qu'une réalité partielle. Ici, nos 2 historiens ont travaillé sur des sources chrétiennes et musulmanes, écrites plusieurs dizaines d'années après les faits, et qui décrivent la bataille généralement en un seul paragraphe, démontrant ainsi un faible intérêt pour cet événement.
Malgré leur origine diverse, aucune source ne mentionne un éventuel plan d'invasion de l'Europe, ni même une éventuelle lutte entre l'islam et le christianisme. Et donc pour comprendre ce qu'il en était vraiment, étudions le début du 8e siècle. Charles Martel hérite de la situation de son père, le maire du palais Pépin II, qui a pris progressivement le contrôle de l'ensemble des royaumes francs à partir de 687, devenant ainsi le personnage politique le plus important, le roi mérovingien n'ayant plus qu'une autorité de façade. Une fois au pouvoir, son fils Charles veut affirmer son autorité sur les territoires périphériques du monde franc qui, s'il reste fidèle au roi mérovingien, estime ne pas avoir de compte à rendre au maire du palais. Alors mettons de côté les territoires germains situés à l'est pour nous intéresser au duché d'Aquitaine où se situe justement la ville de Poitiers. À cette époque, l'Aquitaine est gouvernée par le duc Eudes qui a bien des soucis. Il doit en effet faire face à des raids menés au nord des Pyrénées par les musulmans devenus maîtres de la péninsule ibérique depuis 711. 2 ans après la prise de Narbonne, Alsam, le gouverneur de l'Espagne, se lance à l'assaut de Toulouse en 721. Et c'est Eudes qui triomphe à Toulouse, et il est d'ailleurs célébré par le pape lui-même comme le sauveur de la chrétienté. Sauf que la suite fera qu'on l'oubliera bien vite. En effet, afin de prévenir une nouvelle incursion, Eudes fait alliance avec un chef musulman rebelle. Ce qui met déjà du plomb dans l'aile à cette théorie du choc des civilisations, mais qui aura aussi 2 conséquences importantes. Charles s'en sert comme prétexte pour lancer une opération militaire en Aquitaine, territoire qu'il veut dominer, mais le nouveau gouverneur musulman Abdelrahman veut punir le traître et son allié aquitain, obligeant ainsi Eudes à solliciter l'aide de Charles en mars 732. Dans un premier temps, Abdelrahman remporte victoire sur Eudes dans le sud de l'Aquitaine, puis il tente d'atteindre le très riche sanctuaire de Saint-Martin de Tours. Et d'ailleurs, certaines sources de l'époque, ainsi que des conteurs de notre temps, avancent le chiffre de plus de 300 000 guerriers musulmans suivis par autant de civils désirant s'installer. Et ça ne tient pas une seule seconde. C'est le nombre total de soldats romains à l'apogée de l'Empire. Et quant au fait que cette armée fut accompagnée de femmes et d'enfants pour coloniser le pays, les sources écrites et archéologiques n'en font absolument aucune mention. C'est apparemment sur cette route vers Tours que les armées musulmanes croisèrent celles de Charles Martel qui les repoussèrent après quelques jours de combat en octobre 732. D'ailleurs, plusieurs choses font débat. La date déjà, certains la plaçant plus en 733, mais également le lieu, car il semblerait qu'elle se soit plutôt déroulée aux environs de Tours. En effet, parler de la victoire de Poitiers de 732 permettait peut-être d'effacer la défaite qui s'est véritablement déroulée à Poitiers, mais en 1356, au cours de laquelle le roi de France Jean II fut capturé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Alors je passe volontairement sur le déroulement de la bataille, parce que les sources ne sont pas extrêmement précises sur celle-ci, mais du coup ça peut nous alerter sur l'importance que les contemporains lui ont donnée. Cependant, on peut déjà tirer quelques conclusions. Charles Martel a donc pris plusieurs mois pour secourir Eudes, laissant ainsi les musulmans piller l'Aquitaine. Pas de solidarité entre chrétiens ici, Charles agit par pur calcul politique. Et s'il veut évidemment protéger Saint-Martin de Tours, il veut surtout affaiblir son adversaire Eudes, qui sera lui le vrai perdant de la bataille de Poitiers. De plus, la victoire de Poitiers ne met pas un terme aux raids musulmans. Charles intervient dès 737 pour reprendre la Provence où les chefs chrétiens de l'aristocratie locale avaient préféré s'allier avec les musulmans plutôt que de jurer fidélité au maire du palais. Et vous comprenez ainsi qu'aux environs de Poitiers, il n'y a pas eu choc des civilisations. La bataille de Poitiers, elle n'a pas eu lieu là-bas, il n'y a pas eu de bataille à Poitiers. Vous la voyez l'unir, c'est des conneries. Mais calmez-vous Laurent, on vous dit pas que la bataille n'a pas existé, on vous dit juste qu'elle n'a pas eu lieu selon votre grille de lecture. Pour Christophe Naudin et William Blanc, c'était un raid, une expédition réalisée dans le but de piller les villes et églises franques et non pas un projet de colonisation sur le long terme. Et nous avons vu également que les alliances entre musulmans et chrétiens variaient en fonction du contexte et qu'enfin, les opérations de Charles Martel avaient un but essentiellement politique et non pas religieux. Dans les discours actuels, Charles Martel apparaît donc comme le rempart ultime de la chrétienté face à une supposée invasion musulmane. Sauf que dans les siècles après la bataille de Poitiers, ça n'a pas toujours été le cas. Dès le 9e siècle, Charles Martel est très mal vu par le clergé car il avait pris l'habitude de se servir dans les biens de l'église pour financer son armée. Et Hincmar, le célèbre évêque de Reims, lui promettait d'ailleurs l'enfer. D'ailleurs, après Poitiers, Charles garda pour lui et ses hommes le butin que les musulmans avaient pris sur les terres d'église, ce qui d'ailleurs était une pratique complètement courante à l'époque. Durant tout le Moyen-Âge, Charles Martel n'est donc pas un personnage très important, loin d'être un défenseur de la chrétienté, et il ne réapparaît qu'au 19e siècle sous la plume de Chateaubriand. Pour l'écrivain, auteur du Génie du christianisme en 1802, Charles Martel a sauvé la chrétienté et la liberté, affirmant même que les croisés du XIe siècle avaient libéré Jérusalem pour prolonger l'œuvre du maire du palais.
Sauf que dans les sources, on ne trouve absolument aucune référence au maire du palais à l'époque des croisades. Ce tableau de Charles Steuben est très représentatif de cette période durant laquelle le christianisme est synonyme de progrès et de liberté, alors que tout ce qui vient d'Orient s'apparenterait au despotisme. On y voit ici Charles coiffé d'une couronne, alors qu'il n'a jamais eu le titre de roi des Francs d'ailleurs, et accompagné ici d'une croix, marquant le caractère religieux de la bataille. Cette œuvre a été commandée par le roi Louis-Philippe pendant la monarchie de Juillet, servant ainsi à célébrer le souvenir de la colonisation de l'Algérie en 1830. Au cours du XXe siècle, le discours de l'extrême droite sur l'islam et sur Charles Martel n'était pas celui que l'on connaît actuellement. Dans les années 1930, René Marcial est un ethnologue racialiste à la faculté de médecine de Paris. Et voilà ce qu'il nous écrit. Si les Arabes avaient vaincu Charles Martel, ils se seraient peut-être aussi bien assimilés sur le sol français que les Celtes sur le sol ligure. Leur séjour prolongé en Espagne en donne la preuve. De même, les vestiges qu'ils ont laissés montrent à quel point leur civilisation dépassait la nôtre à l'époque. On voit ici que Charles Martel, pour un auteur d'extrême droite du XXe siècle, est bien loin d'être l'icône qu'il allait devenir. Pendant une grande partie du XXe siècle, la droite est d'ailleurs plutôt islamophile, notamment pendant les 2 guerres mondiales où les soldats des colonies contribuent à l'effort de guerre. Plus tard, au Front National, Jeanne d'Arc est préférée au grand-père de Charlemagne, et de plus, l'anticommunisme puis l'anti-américanisme sont encore largement prioritaires jusqu'au déclenchement de la guerre du Kosovo en 1999. Dans ce conflit de l'ex-Yougoslavie, les États-Unis choisissent le camp des Kosovars musulmans contre les Serbes, et pour l'extrême droite, les Américains auraient donc pactisé avec l'islam pour enflammer l'Europe. Ces idées se répandent dans une extrême droite française divisée à ce moment-là entre le Front National de Jean-Marie Le Pen, restant fidèle à Jeanne d'Arc, et le mouvement national républicain de Bruno Maigret, choisissant lui Charles Martel comme marqueur idéologique. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît le terme de grand remplacement qu'on a vu en introduction, Martel et Poitiers permettant à de plus en plus de groupuscules d'extrême droite d'affirmer que la France serait menacée depuis le 8e siècle. Mais il ne faut pas limiter l'instrumentalisation de Charles Martel à l'extrême droite uniquement. Jean-Luc Mélenchon a également disserté à ce sujet, mais je vous laisse aller voir la vidéo d'Estonie, publiée pendant que je montais cette vidéo, qui l'explique très bien et complète mon propos sur cet ouvrage. J'ai rapidement résumé le livre de William Blanc et Christophe Naudin, mais leur étude de la mémoire de la bataille aborde différents sujets, dont celui de son enseignement scolaire. Et si on prend l'exemple des années 30, Poitiers y est vidé de son caractère religieux et marque plus une victoire sur un envahisseur étranger, rappelant ainsi l'ennemi héréditaire allemand de l'époque. La plupart du temps, Charles Martel n'est qu'un personnage secondaire à l'école derrière les Vercingétorix, Charlemagne et autres Jeanne d'Arc. À présent, les nouveaux programmes de 2016 intègrent cette nouvelle vision de la bataille de Poitiers et invitent également à étudier les échanges entre l'Occident et l'Orient. Pour conclure, Charles Martel n'était donc le sauveur ni de la chrétienté, ni de l'Europe. Et d'ailleurs, après Poitiers, le pape Grégoire III, menacé par le peuple des Lombards en Italie, l'appela plusieurs fois à la rescousse. Mais Charles, préférant garder de bons rapports avec ses Lombards, l'ignora complètement. Rajoutons qu'aux alentours du Xe siècle, s'il y a bien un peuple qui mène des raids réguliers menant à de réelles occupations du sol, c'est celui des Vikings. Sauf que les courants identitaires n'ont évidemment aucun intérêt à les désigner comme ennemis à notre époque. Ce que résumait très bien l'historien Marc Bloch que je vais maintenant citer. Aussi bien que des individus, il existait des périodes mythomanes. Comme si, à force de vénérer le passé, on était naturellement conduit à l'inventer.